per questa bella introduzione. Cercheremo col professor Maior di rispondere a queste domande. Intanto una breve presentazione biografica. Michel Maior è professore onorario all'Università di Ginevra di fisica e astrofisica, membro dell'osservatorio astronomico della stessa università. Nasce a Losanna nel 1942, trascorre l'infanzia a Aigle, tra le montagne svizzere. La vicinanza della natura, anche la passione del suo professore di scienze al liceo favoriscono l'interesse per la scienza. Studia fisica teorica a Losanna, si laurea addirittura con una tesi in fisica delle particelle, ma prosegue il dottorato in astrofisica all'Università di Ginevra, dove si dedica alla costruzione di un nuovo tipo di spettrografo in grado di misurare piccolissime oscillazioni della velocità delle stelle. Ed è con uno di questi strumenti, chiamato ELODI, montato sul telescopio dell'Alta Provenza, che assieme al suo dottorando Didier Queloz fa nel 1995 la formidabile scoperta del primo pianeta fuori dal Sistema Solare, il primo esopianeta, 51 Pegasi b, un pianeta in orbita davanti a una stella, Pegasi, simile al nostro Sole, un pianeta nella costellazione di Pegaso che si trova a 51 anni luce di distanza da noi. L'annuncio ufficiale viene dato in Italia perché si trovava a una conferenza a Firenze dove non aveva un discorso da fare, non era previsto, però quando ha detto cosa voleva annunciare, immediatamente gli hanno detto parla quanto vuoi. E così poi nel 2019 ottiene il premio Nobel per la fisica assieme al suo dottorando. Ad oggi sono stati osservati oltre 6.000 esopianeti nella nostra galassia, dopo quel primo. Io farò le domande in italiano al professor Maior e lui risponderà in francese, quindi chi non ha ancora preso le cuffie e che non capisce il francese può farlo. E cominciamo da quello che ha detto Luigi prima, professor Maior. Con la sua scoperta lei ha dato una risposta a una domanda che i filosofi greci già si ponevano guardando il cielo in una notte stellata 500 anni prima di Cristo. Perché questa scoperta è stata una rivoluzione? Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Évidemment, je vais vous parler des planètes extrasolaires et tout ce qu'elles représentent pour l'humanité et les scientifiques, évidemment. Et j'aimerais répondre à la question qui vient de m'être posée. Ce n'est pas une conférence d'histoire des sciences, mais néanmoins, je trouve que c'est bon de se rappeler que l'on n'est pas les premiers à se poser ces questions. Voici plus de 2000 ans, les philosophes grecs évoquaient déjà le problème d'autres mondes, ce n'étaient pas des planètes extrasolaires, dans leur vision philosophique. Est-ce qu'il existe d'autres mondes dans l'univers? Et même cette fameuse lettre d'Épicure qui a été retrouvée, il est très affirmatif. Les mondes sont un nombre infini, certains similaires aux nôtres, d'autres étant différents. Et plus loin dans cette même lettre, il a une attitude qui est très moderne, je dirais. Certains de ces mondes pourraient avoir des espèces vivantes telles que chez nous, d'autres ne le pourraient pas. Voilà. Alors, on a réussi à prouver la première partie de ces deux phrases. Évidemment, actuellement, la deuxième phrase est au cœur de nos recherches. J'aimerais évoquer juste seulement 3 références dans l'évolution des idées. D'abord, on a tendance à croire que c'était confiné au monde grec, ce genre de réflexion. Ce n'est pas le cas. Au cours des 2 derniers millénaires, eh bien, en permanence, des philosophes, des théologiens d'abord, évidemment plus tard après des scientifiques, ont discuté de cette question-là. Et j'aimerais juste d'abord mentionner 2 références du XIIIe siècle. D'abord, Albertus Magnus, Saint Albert le Grand, puisqu'il a été sanctifié, dit « Existe-t-il plusieurs mondes ou n'en existe-t-il qu'un ?» C'était une des plus nobles et exaltantes questions dans l'étude de la nature. Et dans le même siècle, eh bien, l'évêque de Paris, juste après la création de la Sorbonne, demande l'accord du pape, Jean XXI, pour enseigner l'hypothèse de la pluralité des mondes à la Sorbonne. Donc on voit que ce genre de questions était tout à fait présent dans les réflexions, et on pourrait en citer des tas d'autres philosophes qui ont discuté de ces problèmes.
Et la dernière référence que j'aimerais mentionner, c'est celle de Giordano Bruno, qui a été évidemment brûlé en février 1600 à Rome, qui a écrit un livre dans lequel il dit des choses qui aujourd'hui nous paraissent des trivialités, à savoir le Soleil est une étoile, il est plus brillant parce qu'il est plus près, et les autres étoiles sont... Non, le Soleil est entouré de planètes, les autres étoiles que l'on voit doivent aussi être entourées de planètes. Aujourd'hui, c'est des trivialités, ça ne l'était de loin pas à la fin du XVIe siècle. Voilà, c'est juste ces références, on y reviendra après peut-être à l'occasion. Alors, si on regarde en termes plus modernes, alors vous voyez ceci, c'est une photographie, une vraie photographie, d'un infime petit coin de la galaxie, et on se pose la question, combien y a-t-il de planètes qui orbitent ces milliards d'étoiles? Dans la Voie lactée, 200 milliards d'étoiles à peu près. Donc, étoile, quelque chose de similaire à notre Soleil. Alors, si on regarde quelle était l'opinion courante dans la population au cours des siècles qui ont suivi Giordano Bruno. Alors, par exemple, vous avez ici l'Atlas de 1742, qui montre évidemment en majorité, enfin essentiellement le système solaire, mais si vous regardez dans l'angle droit supérieur, il y a des étoiles distantes qui sont représentées, et si vous regardez, déjà, le peintre, le graphiste, avait entouré certaines de ces étoiles de systèmes planétaires comme le nôtre existe. Donc on voit que l'idée, je dirais la vision de Giordano Bruno avait déjà fait son chemin, puisque comme ça, c'était devenu une chose commune de représenter des systèmes planétaires dans l'univers ou dans la galaxie, tout au moins. On trouve aussi, par exemple, au Clémentinum, un monastère de Prague, en 1752, donc c'est 10 ans après, eh bien, si vous regardez dans le ciel, vous avez toutes ces étoiles entourées de systèmes planétaires, et même il y a des orbites cométaires elliptiques qui sont représentées. Donc, c'était une idée tout à fait admise, qui s'est perpétuée au cours des siècles, jusqu'au XXe siècle, où vous avez cette image d'un journal un peu de science-fiction, de août 1940, donc avant toute découverte de planètes, qui déjà spécule sur la possibilité d'humanoïdes en d'autres endroits de l'univers. Donc, cette idée était très présente déjà parmi tout le monde. Et pourtant, si on regarde la formation des systèmes planétaires des étoiles, en fait, ici, vous avez une photo d'une galaxie comme la nôtre, mais vue selon l'axe de rotation ou à peu près. Et vous voyez ces grandes structures spirales qui sont mouchetées avec des points roses qui ne sont évidemment pas des étoiles, mais qui sont de gigantesques nuages moléculaires de gaz froid. Quand je dis gigantesque, c'est typiquement 100 000 fois la masse du Soleil. Donc vraiment des très gros nuages d'hydrogène et d'hélium. Et c'est l'effondrement gravitationnel de ces grands nuages de gaz, c'est une vraie photo, hein, ce n'est pas un dessin d'artiste, eh bien, l'effondrement de ces nuages de gaz va donner la naissance à de nouvelles générations d'étoiles et associées, eh bien, il y aura la formation des systèmes planétaires. C'est pas si vieux que ça, c'est vers 1940 que les idées et les observations se sont développées autour de ces questions. Et j'aime bien mentionner un article scientifique qui, pour moi, a eu une importance cruciale dans ce débat. C'est une lettre de 2 pages d'un astronome américain, Otto Struve, qui dit, lors de l'effondrement du gaz, eh bien, les petits vortex, de gaz, en se contractant, vont tourner de plus en plus vite, et il y aura une partie du gaz qui ne pourra pas tomber sur l'étoile. En fait, il dit une chose différente. Il étudiait la rotation des étoiles comme le Soleil, et il observe que le Soleil et les étoiles similaires tournent extrêmement peu. Et il se dit, mais où est
dépasser l'excès de moment angulaire. Et il dit, eh bien, c'est le gaz qui n'a pas pu tomber sur l'étoile, qui a formé un disque. Et donc, au contraire, il dit, c'est à cet endroit-là que de nombreux objets semblables à des planètes sono formati dans la galaxia. Bene, abbiamo visto finora come questa idea ci ha accompagnato negli anni, fino ad arrivare a qualcuno che ha indicato una ragione per cui scientifica dovevano esserci altri pianeti, ma quando queste idee hanno cominciato veramente a diventare concretamente un oggetto di studio? Oui, ce diagramme alors illustre parfaitement le désaccord complet qui existait entre le sentiment général de la population et les travaux des professionnels de l'astronomie. Ici, ce diagramme illustre l'estimation du nombre de systèmes planétaires dans la galaxie en fonction des années au début du XXe siècle. Et d'une manière assez paradoxale, eh bien, les grands noms de l'astronomie ont fait des estimations et arrivé au fait qu'on était le seul système planétaire au milieu des 200 milliards d'étoiles. Des Sir Jeans, qui est directeur à Cambridge, Shapley à Harvard, etc. Et brutalement, les idées changent. Alors d'abord pour une raison qui n'est pas bonne, mais enfin bon, on ne va pas en parler ici, mais en 1952, suite à ce petit travail de Struve, eh bien les idées changent complètement et on réalise qu'au contraire, les planètes, les systèmes planétaires sont des sous-produits obligatoires de la formation des planètes elles-mêmes et donc on doit s'attendre à ce qu'il doit y en avoir des milliards, des centaines de milliards dans la Voie lactée. Les idées changent complètement et en fait, actuellement, les mesures modernes confirment totalement cette idée, à savoir qu'en gros, toutes les étoiles, ou quasiment toutes, disons, doivent être entourées de systèmes planétaires. Ici, il y a eu différents types de détections, mais j'aime bien montrer celle-ci-là, qui est issue des mesures faites par le Hubble Space Telescope en 1995. Le télescope a observé des jeunes étoiles qui sortaient de la nébuleuse d'Orion, qui venaient de naître, et en fait, toutes les étoiles étaient entourées de ces petits disques de poussière et de gaz qui apparaissent ici en noir parce qu'ils bloquent la lumière qui vient de derrière et qui sont la nurserie, l'endroit où se forment des nouveaux systèmes planétaires. Donc, on les observe directement. Le problème, si on est si convaincu qu'il doit y avoir énormément de planètes, comment les détecter? Qual è il trucco? Qual è la difficoltà e qual è il trucco per osservare questi pianeti? Oui, il y a un problème majeur, c'est que l'étoile est un énorme réacteur nucléaire qui produit l'énergie. Les planètes sont des astres inertes, du gaz ou des rochers qui ne font que réfléchir de la lumière venant de l'étoile. Prenez le système solaire, la grande planète, Jupiter, ne réfléchit que 1 milliardième de la lumière du Soleil. Donc, à une certaine distance, par exemple, vous êtes complètement ébloui par la lumière de l'étoile et vous ne pouvez pas voir la planète ou les planètes qui sont autour. Donc, on doit recourir à des méthodes indirectes pour pouvoir arriver à les détecter. Et la méthode que nous avons utilisée, voici exactement 30 ans, enfin un peu avant, parce qu'on avait commencé le programme une année avant, eh bien, c'est simplement quand il y a l'étoile qui est là, la planète tourne autour, comme ceci, eh bien, l'étoile elle-même va faire un tout petit tour autour du centre de gravité, mais évidemment, comme la planète est beaucoup plus légère que l'étoile, l'orbite de la planète est très grande comparée à l'orbite du Soleil ou de l'étoile. Et donc, les variations de vitesse de l'étoile sont infimes comparées à la vitesse de la planète elle-même. Donc, toute la ruse va être d'essayer de construire un instrument qui sera capable de mesurer l'effet Doppler, donc le changement des fréquences émises par l'étoile, pour détecter ces mouvements très petits issus
du mouvement de l'étoile autour du centre de gravité. Ici, vous voyez ici, par exemple, on va revenir en arrière. Oh non, désolé, voilà. Alors ici, vous avez la vitesse, ici, il y a le temps. Donc à certains moments, l'étoile va s'éloigner de vous, à certains moments, elle va se rapprocher, etc. Et on peut en déduire qu'il y a un corps qui tourne autour et qui induit ces changements de vitesse. Et donc c'est cette méthode indirecte qui a été utilisée voici 30 ans pour découvrir la première exoplanète et qui est utilisée encore pour beaucoup d'autres détections. Alors, voici la première qu'on a découverte, voici 30 ans et 2 semaines. Eh bien, c'est une drôle de planète. On était parti pour découvrir, évidemment, les plus lourdes d'abord, les plus faciles. Et évidemment, des Jupiter, des objets un peu comme Jupiter. Et la théorie nous disait que ces objets-là ne pouvaient avoir que des périodes plus grandes que 10 ans. Parce que la formation de ces planètes géantes nécessite l'agglomération de grains de glace, et ces grains n'existent que très loin des étoiles. Et l'objet qu'on trouve, voici le début de ce programme, c'est un objet avec une période de seulement 4 jours. Donc la planète met 4 jours pour faire un tour complet de l'étoile. Donc, je dirais, l'année sur cette planète, c'est 4 jours. C'était un désaccord d'un facteur 1000 par rapport à la théorie. Et donc, c'était une première raison pour se méfier de cette découverte. Est-ce que ce n'était pas un autre phénomène? Pourquoi? Parce que, par exemple, on peut avoir d'autres phénomènes qui modifient la vitesse des étoiles. Par exemple, tous les phénomènes liés au champ magnétique des étoiles. Quand une étoile tourne, elle a des tâches. On a apparemment des changements de vitesse où il y a encore d'autres possibilités. Donc, c'est la raison pourquoi on a attendu une année et refaire les mesures pour être absolument certain d'éliminer ces hypothèses parasites. Actuellement, plus de 6000 planètes ont été découvertes par différentes techniques. Donc ici, alors évidemment, on se pose la question, pourquoi il y a une planète géante avec une période si courte, 4 jours seulement, il n'y en a pas dans le système solaire? Eh bien simplement, c'est un phénomène physique qui est découvert à ce propos-là, à savoir que la jeune planète qui vient de se former dans un disque, eh bien va perturber la densité du disque de poussière elle-même, et ces excès de masse vont réagir sur l'orbite de la planète, qui va avoir une orbite, elle va se rapprocher de l'étoile. Donc maintenant, tout est bien compris, si ce n'est que, eh bien voilà, ce phénomène physique majeur n'avait pas été pris en compte, voici, dans les scénarios de formation des systèmes planétaires, voici 30 ans. Alors, comment se fait la détection d'une planète? En fait, c'est extrêmement simple dans le principe, à savoir, ici, vous avez la vitesse, et ici, vous avez les jours. Chaque fois que vous faites une mesure, vous mettez un petit point rouge, la vitesse, là, c'est à peu près -5, etc. Là, ça, c'est à peu près 0, etc. Vous faites comme ça, et après plusieurs années, vous avez cette courbe un peu, des mesures un peu n'importe comment, et l'ordinateur vous dit qu'en fait, ça veut dire qu'il y a 3 planètes dans le système, ici, 3 planètes un peu comme la masse d'Uranus ou Neptune, etc. Voilà, ça c'est l'idée. Donc, vous voyez, ici, dans le cas particulier, il y a plusieurs années de mesures. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 années qui ont été nécessaires pour mettre en évidence ce système. E allora con questo sistema delle velocità radiali, dopo 30 anni dalla prima volta che l'avete utilizzato e scoperto un pianeta, che cosa si è ancora scoperto? Alors, évidemment, on n'a pas été les seuls. Il y a eu énormément d'enthousiasme chez beaucoup d'observatoires dans le monde qui ont même développé de nouvelles techniques. Et ici, vous avez un diagramme qui résume un peu ces 30 années de découvertes faites par beaucoup d'observatoires. Et alors, vous avez différentes couleurs. Eh bien, vous avez les points rouges illustrent les erreur. Les points rouges illustrent les découvertes faites par l'effet Doppler, donc ce que nous avions utilisé. Alors ici, vous avez une échelle logarithmique, ici 1 fois la Terre, 10 fois la Terre, 100 fois la Terre, 1000 fois la Terre, donc Jupiter serait par ici, avec ses 4 jours.
Et puis, vous avez les planètes du système solaire qui sont là. Malheureusement, ce qui se trouve dans cette région-là, les instruments nous rendent difficiles. On n'a pas vraiment la sensibilité vraiment pour les découvrir. Et puis, vous avez d'autres techniques que vous pouvez voir, en particulier une technique qui est extrêmement riche en découvertes, la photométrie de transit. On va y revenir. L'idée, c'est que de temps en temps, la planète peut passer devant l'étoile et donc on va avoir une baisse de luminosité et puis on pourra la détecter à ce moment-là. Et puis il y a d'autres techniques, l'imagerie. Ici, ça c'est directement en faisant des images, c'est seulement des planètes très grosses, très loin des étoiles à cause de l'éblouissement. Et puis il y a encore d'autres techniques, l'effet de l'antigravitationnel qui détecte aussi des planètes par ici. Voilà, ça c'est un petit peu, vous voyez une chose, c'est que c'est incroyable, la diversité des systèmes planétaires qui ont été découverts. Il y a des planètes qui tournent autour de leur étoile en quelques heures seulement. Évidemment, à cette diversité des orbites correspond une diversité des structures, puisque certaines planètes, celles qui sont justement si proches des étoiles, eh bien, sont souvent des planètes où la température est telle que même les silicates fondent, à savoir c'est des sortes de planètes de lave. Il y a d'autres planètes qui sont des énormes boules d'eau, des planètes océans, etc. Donc notre système planétaire n'est de loin pas un exemple unique de ce qui existe dans l'univers. Et maintenant, si on se tourne vers une autre belle réussite des 30 dernières années, eh bien, il y a peut-être 15 ans, un ensemble les pays européens, 16 pays actuellement, les États-Unis et le Japon, ont financé un merveilleux instrument dans le nord du Chili, sur un altiplano, une plaine à 5000 mètres d'altitude, où ils ont installé 60 antennes de 12 mètres, qui sont une sorte de gigantesque paire de jumelles pour détecter des systèmes planétaires ou la formation des galaxies, l'étude de la formation des étoiles, etc. Et cet objet a été évidemment à une résolution angulaire, donc est capable de voir des détails absolument incroyables, et a été utilisé évidemment pour étudier des systèmes où on avait illustré, on avait détecté on avait par exemple un petit nuage de gaz ici, où on savait qu'il y avait 2 nouvelles étoiles. Donc c'est tout petit, c'est beaucoup plus petit que la nébuleuse d'Orion. Et en utilisant cet instrument incroyable, on regarde ces 2 étoiles jeunes, et qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit exactement ce qui était prévu par la théorie, à savoir qu'on voit le disque de gaz et de poussière qui peut être illustré par l'instrument et qui est, avec des traces noires, qui simplement la matière a été collectée pour former des planètes. Donc ici, c'est une image de la formation d'un système planétaire. Incroyable. Il y a 30 ans, on n'avait jamais vu une planète, détecté une planète, et maintenant on en est à découvrir les lieux de formation. Évidemment, ça a été utilisé pour étudier beaucoup d'autres planètes, systèmes planétaires, et on voit, jeunes étoiles plutôt, et on voit que toutes sont associées à des disques avec justement la formation des systèmes planétaires. Allora abbiamo visto questa enorme diversità di pianeti extrasolari, pianeti fatti di lava, pianeti che girano in poche ore intorno alla loro stella, dove l'anno dura qualche ora. Anche Pegasi, 51 Pegasi b, è un pianeta molto diverso dalla Terra, ma esistono anche esopianeti simili alla Terra e potenzialmente abitabili? E come si fa a cercarli? On reprend cette image que l'on a déjà vue plusieurs fois et on se dit, est-ce qu'on est capable de détecter des planètes rocheuses qui ont éventuellement de la vie et qui sont justement dans cette zone où il fait ni trop froid ni trop chaud pour que la chimie de la vie ait une chance de se développer? Évidemment, c'est un problème d'instrument d'abord. Il faut voir que notre Soleil est perturbé par l'influence de Jupiter à 11 mètres par seconde, donc la vitesse d'une mobilette. Si par contre, vous regardez les changements de vitesse induits par le mouvement de la Terre, c'est seulement 8 cm par seconde.
Donc, vous devez détecter avec votre instrument des variations de seulement de cette amplitude-là de la vitesse d'une étoile. Ça, c'est la difficulté. Et évidemment, il y a beaucoup d'efforts qui sont faits aujourd'hui pour essayer de détecter ces tout petites planètes. Et ici, comment dire, je mets un lieu qui me tient très à cœur, parce que j'ai travaillé énormément au Chili dans cet observatoire qui se trouve dans les Andes. Et on a construit un nouvel instrument il y a une vingtaine d'années pour essayer de détecter des tout petits mouvements des étoiles pour chercher justement des planètes de très très petite masse. Actuellement, ce n'est pas le dernier de cette série d'instruments. Le dernier qui a été mis en service en 2018 arrive maintenant à mesurer des changements de vitesse de 10 cm par seconde. Évidemment, c'est incroyable. Techniquement, c'est extraordinairement difficile. On y reviendra. Mais heureusement, il y a de temps en temps des bonnes nouvelles quand même qui arrivent. Et on avait découvert une autre planète qui avait une période orbitale de 3 jours et demi. Donc, elle était encore un peu plus près de son étoile et qu'on avait fait déjà fréquemment. On peut prédire éventuellement à quel moment la planète passe devant son étoile. Et on collaborait avec des collègues américains et à l'heure prédite, non pas à l'heure, à la minute prédite, eh bien, le 9 septembre 1999, eh bien, on a vu baisser la luminosité de l'étoile d'environ 2%. Et 7 jours après, de nouveau, pourquoi 7 jours? Parce que 3 jours et demi après, c'était pendant la journée. Donc 7 jours après, c'était de nouveau dans la nuit. Eh bien, exactement le même phénomène est arrivé. Donc, on observait le premier transit planétaire. Et évidemment, l'effet Doppler vous donne la masse de la planète. Par contre, cette technique vous donne la dimension de la planète. Et comme vous vous rappelez vos cours d'élémentaire de géométrie, quand on connaît la masse et la dimension d'une sphère, on peut calculer la densité moyenne. Et on trouve, dans le cas particulier, une densité de 0,3 grammes par centimètre cube, c'est-à-dire 3 fois moins que de l'eau. C'est extraordinairement dilué. C'est la moitié moins que Saturne. Donc, c'était une preuve directe qu'il s'agissait bel et bien de planètes gazeuses. L'année suivante, nos collègues américains ont utilisé le télescope Hubble pour refaire la mesure avec l'avantage d'être hors de l'atmosphère et regardez la courbe qui se trouve ici en bas, la qualité des mesures quand vous n'êtes pas perturbé par l'atmosphère terrestre. Et tout de suite, qu'est-ce qu'on se dit? Si on a une telle précision, eh bien, on pourrait trouver des beaucoup plus petites planètes. Et c'est ce qui s'est passé à ce moment-là. Et entre autres, vous avez peut-être entendu dans les journaux des missions qui s'appellent Kepler, COROT, TESS, KEOPS, et ont utilisé cette technique pour étudier et chercher des transits planétaires autour d'étoiles. Et par exemple, ici, la mission Kepler, qui est une mission de la NASA, télescope d'à peu près 1 mètre. L'idée est extraordinairement simple. Après, la réalisation, évidemment, est plus compliquée. Ici, ça, c'est la Terre, et ça, c'est le satellite Kepler. Eh bien, il va tourner autour de la Terre en regardant toujours le même coin du ciel où il y a une pléthore d'étoiles, à plus de 100 000 étoiles. Et toutes les demi-heures, le satellite fait une image électronique. Après 3 ans ou plusieurs années, vous avez une série de plus de 100 000 courbes de lumière de ces étoiles. La plupart, c'est comme ça, mais de temps en temps, vous en avez qui présentent un transit. Et puis, pire que ça, de temps en temps, vous en avez qui ont des courbes avec plusieurs transits qui correspondent, en fait, que plusieurs planètes passent autour de la même étoile. Donc, ce diagramme illustre la découverte de l'énormité du nombre de systèmes planétaires qui existent dans l'univers. Vous savez qu'il y a des symboles utilisés qui sont de différentes couleurs. Je ne veux pas tous les commenter. Regardez seulement les points rouges, celui-ci, là. Ça correspond à des systèmes où il y a 6 planètes qui sont observées, qui passent les unes après les autres devant l'étoile. Et actuellement, évidemment, avec cette technique fabuleuse, eh bien,
on arrive à détecter la masse, on a la dimension, mais il faut détecter la masse, et pour ça il faut l'effet Doppler, mais les étoiles détectées par Kepler étaient dans l'hémisphère nord, notre instrument était dans l'hémisphère sud, au Chili, donc la seule solution, c'était de construire un deuxième instrument similaire que vous avez vu avant, et on l'a installé sur, je profite de le dire ici, sur le télescope Galilei, qui se trouve à La Palma, qui est un merveilleux instrument de 3,50 m de diamètre, qui a été développé par l'INAF. Et depuis lors, on a une collaboration absolument fructueuse avec nos collègues italiens. Cette technique, elle est riche de futur. Pourquoi? Parce qu'ici, vous avez un dessin qui illustre le potentiel de cette technique. Alors, ici, vous avez l'étoile, vous avez l'orbite de la planète. Ici se trouve la planète. Quand on utilise la baisse de luminosité, quand elle est devant, elle cache un petit bout de l'étoile, donc on voit baisser la luminosité. Quand elle est derrière, il y a une baisse de la luminosité infrarouge, donc vous pouvez mesurer la température de la planète. Mais ce qui est le plus intéressant, c'est ce petit anneau bleu ici, qui simule, qui illustre l'atmosphère de la planète. Et quand elle est devant, l'atmosphère de la planète va filtrer un tout petit peu de la lumière reçue de l'étoile, ce qui ne sera pas le cas quand elle sera derrière. Et donc, on a accès par ce moyen-là, en observant le spectre de l'étoile, à des tout petits changements quand la planète est devant, qui nous renseignent sur la composition chimique de l'atmosphère des planètes. Un cadeau inattendu avant, puisque là, on n'a même pas besoin de construire un instrument, il suffit de faire des quantités de mesures de très, très haute précision pour voir l'effet de filtre de l'atmosphère. Ici, juste pour illustrer, les principes sont extrêmement faciles, la réalisation est difficile. Ici, c'est une vraie image du Soleil, avec tous les défauts liés à son champ magnétique dont je parlais un peu avant, des éruptions, des taches, de la convection, etc. Et à la même échelle, le petit point bleu ici, c'est la Terre. Donc il faut voir actuellement, le problème est de voir la baisse de luminosité, le transit, quand ce petit point bleu passe devant, ou alors le changement de vitesse de cette étoile quand elle est perturbée par l'orbite d'une planète comme la Terre. Voilà, ça c'est la difficulté pratique de cet exercice. Mais on a parlé de grands instruments comme ALMA, par exemple, au Chili, En Italie. et de ceux qui se préparent dans le futur pour surmontare queste difficoltà. Quindi abbiamo parlato di ALMA, di questi grandi strumenti e di quello che si prepara per il futuro anche dopo ALMA per superare queste difficoltà di misura di pianeti simili alla Terra. Oui, donc on a vu que si l'idée est simple, la réalisation est très difficile. Pourquoi? Parce que l'effet de l'atmosphère d'une planète comme la Terre fait baisser, est tellement petite que vous devez avoir un nombre énorme de photons pour voir cette toute petite différence. Et à ce moment-là, ici, vous avez une vue du nord du Chili, où vous voyez ici l'observatoire de Paranal, 4 télescopes de 8 mètres. Ce n'est pas la dimension du télescope, c'est la dimension du miroir. Le miroir, il est à peu près la largeur de cette pièce. Voilà, 4 télescopes extraordinaires ici, construits par l'Europe. Et vous voyez cette montagne ici, la montagne Armazones, qui est un peu plus haut, elle est à 2800 mètres d'altitude, ici. Et actuellement, l'ESO, donc ce consortium de 16 pays européens, est en train de développer un instrument beaucoup plus puissant qui est actuellement en construction, dont la première lumière, donc les premières mesures sont attendues en 2028, peut-être 2029. Mais alors là, attention, le diamètre de cet instrument, le miroir, le diamètre du miroir, c'est 39 mètres. Imaginez un miroir
je ne sais pas quelle est la dimension de cette salle, mais c'est beaucoup plus que cette dimension de cette salle. Donc ça, c'est un télescope qui est beaucoup plus grand que tout ce qui a été construit jusqu'à maintenant. Et ce n'est pas de la science-fiction. Ici, vous avez l'état du chantier en 2023 et l'état du chantier il y a quelques mois ici, où on voit que maintenant le bâtiment... Alors, essayez de regarder pour apprécier ici. Vous avez une camionnette, un petit camion, comparé à la dimension de ce bâtiment. Et voilà, ça c'est l'instrument absolument incroyable. Je sais que quand moi j'ai fait mes études, le télescope le plus grand c'était le Mont Palomar avec 5 mètres de diamètre. Ici on a un miroir de 39 mètres de diamètre. Voilà. Donc actuellement, évidemment cet instrument n'est pas fait que pour les exoplanètes, mais aussi pour tous les domaines de l'astronomie. E con questi grandi telescopi sarà possibile scoprire anche la vita in questi pianeti lontani? Oui, la question qui s'ouvre à partir de ce moment, qui était déjà évoquée par Épicure, vous voyez, il y a plus de 2000 ans, est-ce que la vie est-elle un impératif cosmique? Alors, c'est à savoir que l'évolution naturelle de l'univers passe des particules à la formation d'atomes à l'intérieur des étoiles, tous les atomes. Après, à plus basse température, il y a des molécules qui se créent. Et on se pose la question, est-ce que dans cette chaîne de complexité, est-ce que quand les conditions sont présentes, évidemment pas toujours, mais parfois, est-ce que la vie va émerger d'une manière automatique? Quand il y a ces 200 milliards d'étoiles, est-ce qu'il y a des endroits où la vie s'est développée autre que chez nous? Alors, est-ce que c'est une question raisonnable? Enfin, raisonnable dans le sens qu'on n'est pas capable de les voir, ou la plupart du temps, et puis on évoque la possibilité de détecter de la vie. Alors, en fait, actuellement, c'est au sommet des priorités des agences spatiales ou des grands observatoires. Et ici, ces quelques images illustrent un peu une des idées qui se développent là autour. Alors ça, c'est issu des travaux d'un groupe d'une centaine d'astronomes qui vont utiliser le James Webb Telescope, 6,50 mètres de diamètre, d'accord, petit à l'échelle des monstres qu'on a évoqués avant, mais qui est évidemment dans l'espace et qui plus est mesure dans l'infrarouge, c'est-à-dire que le revêtement du miroir est avec de l'or parce que c'est un bon réflecteur infrarouge. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec un tel instrument? Alors, on retrouve notre diagramme qui illustre la pluralité des mondes, à savoir, il y a des régions de ce diagramme où il y a des Jupiters froids comme le nôtre, il y a des endroits où il y a des Jupiters qui sont très près de leur étoile, donc qui sont chauds, il y a des étoiles qui sont comme Neptune, mais notre Neptune, il est très loin du Soleil. Ici, on voit que des Neptunes, on en trouve juste tout près des étoiles, finalement, à cause de ce phénomène de migration. Et puis, en bas, plus bas, il existe des planètes rocheuses. Évidemment, il y a énormément de planètes, de programmes qui vont être développés pour étudier tous ces types de planètes. J'aimerais juste en évoquer un. C'est l'étude qui va être faite avec le James Webb Telescope des planètes rocheuses tempérées. C'est-à-dire, on n'a pas vraiment tout à fait encore détecté des planètes comme la Terre. Peut-être hier, peut-être aujourd'hui, il y en a une, comme ça. Donc, déjà, le James Webb va s'intéresser à ces objets-là pour essayer de détecter leur atmosphère et voir éventuellement de quoi elle est faite. J'aimerais donner l'idée de comment on peut détecter la vie sur de telles planètes. Alors, je reviens à ce dessin qui illustre que le passage d'une planète devant une étoile est d'une manière exagérée. Ici, vous avez la planète avec son atmosphère et vous voyez ces courbes de transit. Donc, le passage de la planète devant l'étoile dans différentes couleurs va avoir plus ou moins de profondeur.
le transit ne sera pas le même dans le rouge, dans le bleu, dans le vert, etc. Et surtout à certaines régions où l'opacité du milieu est très grande. Si c'est très opaque, la planète paraît très grande et donc le transit va être plus profond. Et c'est ce qui va être utilisé pour essayer de détecter des molécules spécifiques à la vie. Et ici, vous avez des vraies mesures qui ont été faites d'une planète par le James Webb Telescope. Donc, c'est toujours la même planète, mais c'est différentes longueurs d'onde. Et puis après, vous regardez la profondeur du transit à ces différentes couleurs. Et voilà ce qui a été obtenu voici 3 ans. Eh bien, vous voyez, c'est incroyable. Déjà, la qualité des mesures qui ont été obtenues. Ici, c'est incroyablement simple. Ici, vous avez la profondeur du transit, donc du passage de la planète devant l'étoile, en fonction de la couleur. Alors, je ne vais pas dire tout ce qui s'est passé là, mais regardez ici, à 4 microns et quelques, dans l'infrarouge, eh bien, vous voyez que la planète paraît beaucoup plus grande. Pourquoi elle est plus grande? Simplement que la lumière est bloquée très haut dans les atmosphères, donc on a l'impression que la planète est grande. Et donc, on peut commencer à faire de la chimie simplement en analysant les molécules qui sont représentées dans ce mode. Ça, c'est le début de cette aventure. Évidemment, si vous avez un plus grand télescope, ça va aller encore mieux, et vous pourrez éventuellement détecter ce qu'on appelle des biomarqueurs, donc des signatures chimiques de la présence de vie dans l'atmosphère de cette planète. Et l'histoire ne s'arrête pas là. Ici, je vais très brièvement évoquer 4 satellites qui vont être lancés très prochainement, je l'espère. Alors, on retrouve toujours notre diagramme de diversité. Ici, la masse des planètes, la séparation. On a les différentes découvertes ici. Et il y a un satellite qui a été lancé par l'Europe il y a quelques années qui s'appelle Gaia. Je ne sais pas le nom parce que c'est encore secret, mais je pense qu'il y a peut-être 20 000 planètes qui vont être annoncées d'ici 2 ans, comme ça, qui seront toutes des Jupiters, donc des planètes qui sont dans cette région-là où se trouve Jupiter, ici. À part ça, c'est même plus que Jupiter, des Jupiters massifs. Voilà. Et puis, il y a un autre satellite qui est Roman, qui va, lui, détecter un effet résultant de la déformation de l'espace selon la relativité générale qui est liée à des masses. C'est-à-dire que les masses se comportent comme des lentilles et tout d'un coup, on va pouvoir voir quand il y a une étoile qui passe devant une autre étoile, une amplification du signal. Et s'il y a une deuxième, comme si c'était au foyer de la lentille, et juste à bout à côté, vous avez une planète, vous aurez une deuxième amplification, et vous avez la possibilité, par cette technique-là, de détecter des planètes incroyablement petites, mais il faut mesurer beaucoup dans l'espace et avoir une grande précision, et donc potentiellement, vous pouvez détecter des objets ici, dans cette région-là. Et d'autres satellites qui vont être lancés, Plateau, un satellite européen qui va être lancé l'année prochaine, avec des dizaines de télescopes, etc. Voilà. Donc l'image, la recherche liée aux exoplanètes, elle est caractérisée, ne s'arrête certainement pas aujourd'hui avec ce que l'on a découvert. Et en plus, on peut rêver un tout petit peu plus loin. Est-ce qu'on est capable de faire l'image, voire d'analyser la chimie d'une planète dans la zone habitable d'une étoile comme le Soleil? Alors actuellement, il y a un projet qui est évoqué ici. L'idée est simple, la réalisation, je ne sais pas combien d'années, ou des dizaines d'années il faudra. Ici, vous construisez un diaphragme qui a une drôle de raison, pour des raisons d'optique, de 99 mètres de diamètre. Énorme diaphragme. Et ici, vous mettez un satellite à 170 000 km de l'écran. Et à ce moment-là, vous alignez ça juste sur l'étoile qui vous intéresse. L'écran cache la lumière de l'étoile. Et avec ce dispositif, on montre qu'on est capable de mesurer une planète
qui est un dixième de milliardième plus faible dans la zone habitable et d'en faire après l'analyse chimique en utilisant le télescope de 39 mètres. Voilà. Je n'ai aucune idée si ça va se développer, dans combien d'années, mais techniquement, c'est possible. On peut aller beaucoup plus loin que ce que l'on fait aujourd'hui. Possiamo studiare sempre molto più lontano quello che si fa oggi, ma la domanda vera è: ci possiamo andare a vivere ponendo che troviamo una nuova terra, magari non troppo lontana? Ci si può andare a vivere? Oui, j'adore cette question. Parce qu'il y a tellement de stupidité qui est dite autour de tout ça. Comment dire, on parle d'émigrer sur d'autres systèmes planétaires. Alors, j'aimerais juste faire un petit calcul simple avec vous. L'homme est allé avec Apollo 11 en 3 jours jusqu'à la Lune. La lumière met 1 seconde pour y aller. Imaginez que vous découvriez une planète habitable parfaite, c'est presque celle d'aujourd'hui, à 30 années-lumière. Ouais. Eh bien, 30 années-lumière, 30 ans, c'est déjà 1 milliard de secondes. Donc, cet objet-là est déjà 1 milliard de fois plus loin que la Lune. Si vous dites 3 jours pour aller à la Lune, vous dites, vous êtes optimiste, il suffit d'accélérer. Mais vous savez tous, si vous avez une voiture, que quand on accélère, il faut de l'énergie pour le faire. Et donc, ça, il faut le payer. Et il ne faut pas accélérer d'un facteur 2. Il faut accélérer proche de la vitesse de la lumière et déjà là même, vous mettrez des dizaines et des dizaines d'années. Et donc, simplement, c'est impossible. Il n'y a aucune possibilité dans la physique d'aujourd'hui d'aller visiter et encore moins émigrer sur une telle planète. Voilà, donc simplement, je veux dire, on est des terriens, avec tout ce que ça veut dire, des terriens. On est liés à la Terre, on n'émigrera pas. Et donc, la seule chose qu'il faut dire, c'est que tout ce qu'on peut apprendre de tout ce domaine des exoplanètes, qu'il faut prendre soin de notre Terre. Merci. Grazie, professor Major, soprattutto per questo messaggio conclusivo. Prendiamoci cura della nostra terra, non è mai troppo dirlo troppe volte. Penso che ci sia un po' di tempo per qualche domanda. Credo che ci sia anche un microfono in sala che gira, quindi alzate la mano. Noi siamo accecati dalla luce, non del sole, ma di queste luci, quindi non riesco a vedere tutte le mani alzate. Magari mi avvicino di più a voi per vedere. Ecco qua, c'è una domanda qua. Se non arriva il microfono glielo porgo io che sono abbastanza vicina. Io non capisco il francese, lei mi traduce. Allora la domanda è questa. L'equazione, pensavo che parlasse inglese, l'equazione di Drake prende in considerazione tutta una serie di parametri per dare la probabilità dell'esistenza della vita in un pianeta, trascurando il campo magnetico perché evidentemente a quell'epoca non si pensava. Ci può dare una valutazione updated di questo numero, se possibile? Alors, la question c'est l'équation de Drake, il prend en considération toute une série de paramètres pour établir la probabilité de trouver d'autres vies dans d'autres systèmes planétaires. Est-ce qu'il y a des mises à jour de ce numéro, de cette équation? Non, l'équation de Drake, en fait, c'est une suite de probabilités. Quelle est la probabilité qu'une planète soit à la bonne distance, etc. Mais il y a différents facteurs qu'on ne connaît absolument pas. Je veux juste en énumérer deux. Celui, quand toutes les conditions sont parfaites, quelle est la probabilité que la vie apparaisse? On n'en sait rien du tout. Actuellement, c'est un problème de biologie, on n'en sait rien. Donc la seule chose qu'on peut dire, faisons des mesures et regardons si ça existe. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, le problème de est-ce qu'une civilisation techniquement avancée qui se serait développée sur une telle planète, comment dire, qui serait, ça c'est dans le cadre des télécommunications entre les planètes, eh bien, est-ce qu'elle va survivre longtemps? Et quand on regarde ce qui se passe sur Terre actuellement, quelle est la durée qu'on peut attendre de la civilisation sur notre planète
comment dire, en face de tous les dangers qui se présentent. Avant, c'était les bombes atomiques, etc. et tout. Est-ce qu'on est sûr que notre civilisation techniquement avancée a une durée de vie de 1000 ans? J'en sais rien. Mais comment dire, ou 100 ans? Comment dire, ces paramètres-là, malheureusement, est peut-être un paramètre sociologique qui limite d'une manière extrêmement sévère la possibilité de vie extraterrestre, de vie intelligente. Quindi traduco per quel signore che non ha le cuffie. L'equazione di Drake semplicemente calcola la probabilità in certe condizioni della comparsa della vita e quindi l'emergenza della vita, qual è la probabilità che emerga la vita? E la risposta è che non lo sappiamo in realtà, ci sono tantissimi parametri sconosciuti, non misurati di questo. La seconda parte della domanda riguarda invece la probabilità che emerga una civiltà tecnologicamente sviluppata e quanto possa durare questa civiltà, cioè qual è la probabilità che questa civiltà duri per esempio 1000 anni. Ebbene, se guardiamo quello che facciamo noi alla nostra Terra, la risposta non la sappiamo, cioè 1000 anni? Boh, forse una civiltà dura 1000 anni? Forse sì, forse no. Quindi è più una domanda sociologica che una domanda veramente scientifica. Vediamo se c'è qualcun altro. Ce l'ha lei il microfono? Ok, posso restare qua. Ça marche? Ma question, ça serait, d'après vous, comment pensez-vous que la découverte de ces exoplanètes a changé la vision que l'humanité a de sa place dans l'univers? Oui, est-ce que tu veux traduire un mot? Non, j'ai pas besoin de traduire parce qu'il y a c'est clair qu'une question que les gens se posent depuis plus de 2000 ans a un impact sociologique sur la population. Et il suffit de voir l'intérêt que ces découvertes, ces travaux suscitent dans la population. Donc, en fait, ce qui se cache derrière tout ça, c'est finalement quelle est la place de l'homme dans l'univers. Et comment dire, probablement, si on découvre de la vie ailleurs, c'est, comment dire, je dirais, une manière de ramener un petit peu à une place plus modeste la place de l'homme dans l'univers, je ne sais pas, comme ça. En tout cas, déjà, le premier pas d'avoir montré que des systèmes planétaires existent partout, c'est pas du tout un système unique, notre système, eh bien déjà, rien que ce fait-là est déjà un pas important dans cette direction. De changer en fait d'habitat, c'est pas un peu comme un faux espoir? J'ai pas compris. Non, on n'a pas entendu le début de la question. Le fait qu'on ait découvert ces exoplanètes, puisqu'on ne peut pas changer d'habitat, c'est pas un peu comme un faux espoir? Moi, j'ai une vision totalement différente. Comment dire, je dirais de la même manière que des collègues scientifiques travaillent très dur pour trouver des traces d'hominidés en Afrique, simplement pour comprendre l'histoire de l'homme. On ne va pas en attendre un développement pratique à ceci, c'est simplement culturel. Comment dire, ça fait partie de notre compréhension de l'univers que de savoir toutes ces questions. Et le fait de ne pas pouvoir émigrer, je dirais, n'est pas un problème important pour moi. Simplement, c'est le problème de la curiosité de l'homme, comprendre dans quel univers on vit. Ce n'è ancora un'altra? Grazie. Allora, volevo chiedere qual è l'esopianeta più antico che avete rilevato fino ad ora? Il primo è quello che ha trovato lui, il più antico in che senso? Il più antico, non quello che abbiamo rilevato, il primo che abbiamo rilevato, il più antico nel senso quello che ha che è più vecchio, qui da più anni e quello che ruota attorno alla stella più vecchia. Entrambi. Il veut savoir quel est l'exoplanète le plus vieux qu'on a trouvé, c'est-à-dire une planète qui tourne autour d'une étoile plus vieille que le Soleil, par exemple. Le plus vieux de tout. Je n'arrive pas à répondre complètement à cette question, je ne sais pas, mais ce que je veux dire, c'est que
nos problèmes, c'est plutôt de découvrir des planètes autour d'étoiles jeunes pour des raisons différentes. Donc actuellement, on trouve des planètes autour d'étoiles de plusieurs milliards d'années. Plus le Soleil, c'est environ 5 milliards d'années, on trouve des planètes autour de systèmes plus âgés. Maintenant, je ne sais pas le chiffre le plus vieux système qu'on ait découvert. Mais oui, on en trouve des systèmes plus âgés. Hai ascoltato la traduzione? Hai ascoltato la traduzione, non vedo. Sì? Ok. Ce n'è ancora qualcuna? Buonasera professore, grazie della sua spiegazione. Le volevo chiedere, lei ha affermato che noi con la nostra tecnologia non possiamo sperare di trasmigrare in un altro pianeta, ma neanche su Marte, ancora attualmente non siamo capaci di andare quasi sulla Luna a ritornarci. Le chiedo, ma un'altra scienza di un'altra tecnologia più avanzata della nostra, le spiego, i premi Nobel della settimana scorsa della fisica parlano dell'entanglement portato a livelli, entanglement, che è una fisica quantistica, che fa vedere che la velocità dell'entanglement è più veloce della luce. Ora, le chiedo, se c'è un'altra scienza diversa e superiore alla nostra, non pensa che possano venirci a trovare loro in punta di piedi? Alors la question c'est, bon, merci pour les explications. Il a compris que pour nous, notre civilisation, on n'aura jamais les moyens d'aller émigrer sur une autre planète. Mais puisque les Nobel de cette année ont parlé d'une découverte de l'entanglement, l'intrication quantique en fait, où la vitesse, elle dépasse la vitesse de la lumière. Est-ce qu'il se peut qu'il y ait d'autres civilisations plus avancées que la nôtre, qui ont une autre physique plus avancée que la nôtre, puissent, eux, venir nous visiter? Bon, la première chose qu'on veut dire, c'est que si nous, c'est très long et difficile d'y aller, ils ont la même physique, donc ils ont le même problème pour venir. Le problème, alors, est-ce qu'on n'a pas découvert encore un phénomène physique qui pourrait nous faire passer au-delà de cette difficulté? J'en sais rien. J'en sais simplement que les travaux actuels sur la physique, ils sont relativement complets en termes de relativité et autres, de physique quantique, de cosmologie. Alors c'est vrai qu'il y a dans la science-fiction, parfois on évoque des solutions étranges de cosmologie qui permettent de fausser la causalité, et donc on pourrait tout d'un coup remonter le temps, aller, etc. Simplement, ce n'est pas réaliste. C'est des solutions purement mathématiques instables, et c'est pas question de faire passer une fusée à travers ces solutions étranges de la cosmologie. Donc, pour l'instant, je ne vois pas aucune possibilité d'y aller. Maintenant, moi, je ne suis pas prophète, je ne peux pas dire dans 1000 ans qu'est-ce qui se passera, mais actuellement, je ne vois pas tellement de trous dans la physique qui laissent percevoir une possibilité de passer au-delà. Non so se hai ascoltato la traduzione. Sì? Ok. Posso? C'è una mano alzata qua davanti. Scusi, Galileo ha scoperto i satelliti medicei, ovvio, sono i più grandi e li ha visti più facilmente degli altri. E sono qui, scusate, nell'angolo, perché vedo che guardate lì. Ok. Voi come siete riusciti a scoprire questo primo esopianeta? Era il più facile da vedere o magari vi siete puntati, fissati su un punto, oppure ne avete guardati 100.000 e questo è l'unico che vi ha portato a un risultato positivo? Grazie. Galilée a découvert les premières planètes parce qu'elles étaient les plus grandes, donc c'était les plus faciles à découvrir. Dans votre cas, vous avez découvert ces premières exoplanètes parce que c'était les plus faciles à trouver ou parce que vous en avez analysé des centaines et des centaines de milliers et après vous avez trouvé? Donc, quand on a démarré notre programme en 1994, on s'attendait à trouver d'abord des grosses planètes. Et c'est ce qui s'est passé. La première planète qu'on a découverte, elle fait 150 fois la masse de la Terre, la moitié de la masse de Jupiter. Simplement, elle est apparue très vite parce qu'elle avait une orbite très courte, comme ça. Mais après, avec nos instruments, on a découvert certaines planètes qui sont beaucoup plus petites. Actuellement, par exemple, on a découvert avec
le nouvel instrument sur 8 mètres, Espresso, et on a découvert une planète qui a le quart de la masse de la Terre, qui tourne autour d'une planète qui s'appelle Proxima Centaure, qui se trouve tout près, enfin, c'est la plus proche de la Terre. Donc on est capable actuellement de détecter des très petites planètes. Simplement, la combinaison petite masse, longue période, c'est-à-dire comme la Terre en gros, ça reste encore difficile.